Bonjour, aujourd'hui je vous propose un chapitre sur les solvants et solutions ioniques. Partons d'un exemple échelle nature, la mer Morte. La mer Morte est une solution aqueuse ionique puisque elle est riche en sel, autrement dit en chlorure de sodium. Alors une des questions qu'on pourrait se poser, c'est comment un chimiste peut-il préparer une solution de concentration donnée. Et puis deuxièmement, dans le cas de l'exemple ici, on pourrait très bien se demander comment évolue la concentration de chacun de ces ions au fur et à mesure que l'eau de mer s'évapore. Donc pour répondre à ces deux questions, on va être amené à avoir différentes notions. Dans cette première vidéo, je vous propose de voir la notion de solvant, notamment de solvant polaire. Dans une deuxième vidéo, on s'intéressera à la notion de solution et on fera un focus sur la dissolution. Dans une troisième vidéo, on abordera la notion d'équation de dissolution d'un solide ionique dans l'eau. Et enfin, dans une quatrième vidéo, qui est plus à aborder comme une sorte de bonus, on expliquera en quelques mots comment on peut déterminer les concentrations des ions. On parle aussi de concentration réelle. Alors, un solvant, de quoi s'agit-il ? C'est un liquide, et pour avoir le statut de solvant, ce liquide doit répondre à différents critères. Donc un solvant peut dissoudre un soluté, qu'il soit moléculaire ou ionique. Il permet aussi de diluer, c'est typiquement ce caractère-là qu'on utilise lorsqu'on veut réaliser une échelle de teinte par exemple, mais il peut aussi permettre d'extraire une espèce chimique. Donc l'extraction par solvant sera vue à l'occasion d'un autre chapitre. Il existe différents types de solvants, polaires ou apolaires. Alors, pour être polaire, si on s'intéresse à une molécule, il faut répondre à deux critères. Le premier, il faut que la molécule présente des liaisons polaires. Si ce critère n'est pas validé, la molécule est de fait apolaire. Alors, il y a liaison polaire si les atomes qui appartiennent à une liaison présentent des différences d'électronégativité non négligeables. Mais si ce critère est vérifié, il n'est pas pour autant suffisant. En effet, il faut en plus que le barycentre des charges partielles excédentaires positives et celui des charges négatives ne coïncident pas. Autrement dit, la géométrie de la molécule a une importance pour justifier du caractère polaire ou apolaire de la molécule. Je vous propose de prendre trois exemples pour vérifier si ces deux critères s'appliquent. Premier exemple, la molécule CCl4, donc l'atome de carbone ici est représenté par une sphère noire et les atomes de chlore par des sphères vertes. L'atome de carbone est moins électronégatif que l'atome de chlore, donc il possède ainsi une charge partielle positive et le chlore une charge excédentaire partielle négative. Et on peut faire ce raisonnement sur les trois autres liaisons. Donc est-ce que cette molécule présente des liaisons polaires? Oui. Est-ce que pour autant, est-ce que c'est un critère suffisant pour dire que cette molécule est polaire? On va voir que ce n'est pas tout à fait le cas. En effet, il faut tenir compte aussi de la géométrie, ici tétraédrique. Donc le barycentre des charges partielles positives, ici, il est assez simple, c'est le carbone, puisqu'il n'y a donc qu'une seule charge partielle positive. Et le barycentre des charges négatives, ici donc chaque chlore occupe les sommets du tétraèdre, et bien le barycentre de ces 4 chlores, géométriquement, coïncide avec le carbone. Autrement dit, les barycentres des charges partielles positives et négatives coïncident, donc cette molécule est apolaire. Au sens ne présente pas de caractère polaire. Prenons un autre exemple plus familier, l'eau. L'atome d'oxygène présente une électronégativité plus importante que les atomes d'hydrogène. Le barycentre des charges partielles négatives ne va pas coïncider avec le barycentre des charges positives, tout simplement parce que la molécule est coudée. Autrement dit, cette molécule est polaire. Dernier exemple, je vous propose l'ammoniac, NH3. Ici, donc, l'atome d'azote N est représenté par une sphère bleue, et les atomes d'hydrogène par des sphères blanches. L'hydrogène est moins électronégatif que l'azote. On peut faire donc ce raisonnement sur les trois autres liaisons. La molécule présente des liaisons polaires, mais comme on l'a vu pour CCl4, ce n'est pas un argument suffisant pour dire si la molécule est polaire ou non. Il faut tenir compte en plus de la géométrie. Ici, la NH3 est une molécule de forme pyramidale. Le barycentre des charges négatives coïncide avec l'atome d'azote, alors que le barycentre des charges positives
correspond avec le centre du triangle formé par les atomes d'hydrogène qui appartiennent aux 3 sommets du triangle. Donc le barycentre des charges moins et des charges plus ne coïncide pas, donc NH3 comme H2O, donc est une molécule polaire.